Les titres de ce journal. Le ministère de la Ville sécurise les réserves foncières de l'État. Près de 2000 titres fonciers sont déjà établis sur plus de 46 000 hectares à travers le pays. Lutte contre les pathologies animales, un instrument moderne de lutte vient s'ajouter à ceux déjà existants. Il s'agit d'une application de transmission de l'information sanitaire en temps réel. Enfin, tenu à Conakry d'un forum de mobilisation des femmes sous le slogan « Écoute-moi aussi », une sorte d'invite aux femmes pour qu'elles s'investissent davantage dans l'entrepreneuriat. C'est tout pour les titres. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette grande édition. Notre pays vient de célébrer la Journée nationale de la jeunesse. À l'occasion, les jeunes se sont exprimés sur les problèmes auxquels ils font face de façon quotidienne. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie, Ousmane Bangoura. C'est le 28e anniversaire de la Journée nationale de la jeunesse. Elle a été instituée en 1990 lors de la première conférence nationale de la jeunesse à Conakry. Cette année, le thème retenu est jeunesse et citoyenneté. L'objectif est de favoriser l'intégration des jeunes dans le processus de développement socio-économique du pays. Cette journée constitue aussi une étape d'évaluation d'une année de parcours. Je voudrais interpeller ici la responsabilité des différentes forces sociales et politiques de ce pays sur ce que j'appellerais la mise en danger du vivre ensemble. Notre compréhension stricte de la citoyenneté et notre conscience morale. Ce thème, jeunesse et citoyenneté, fort évocateur qui illustre à suffisance l'intérêt que les pouvoirs publics accordent à sa jeunesse, richesse la plus précieuse pour l'émergence de notre pays, doit conduire les jeunes vers une prise de conscience des nombreux espoirs qui sont placés en eux et des défis qui les attendent. La célébration de cette journée est un moment pour les jeunes et encadreurs de faire des plaidoyers en direction des autorités et des partenaires pour accroître les appuis en faveur des jeunes. Aujourd'hui, homme de parole et d'action, Monsieur le Premier ministre, c'est avec espoir que nous constatons le début de la mise en œuvre des actions concrètes avec les jeunes et pour les jeunes en vue de favoriser leur insertion socio-économique. Tout en vous remerciant pour ce qui est déjà fait et pour ce qui est en cours de réalisation, nous vous demanderons de poursuivre vos efforts en faveur des jeunes que nous sommes et que ces efforts personnels soient largement partagés avec votre gouvernement. Au nom des jeunes de Guinée, je voudrais très humblement solliciter auprès de vous et de votre gouvernement la finalisation du processus de mise en place du Conseil national des jeunes de Guinée, notre structure fêtière qui, en tant qu'organe consultatif, constitue pour le gouvernement et pour nous jeunes une structure d'accompagnement et de mobilisation des jeunes. C'est une opportunité pour les jeunes du pays de se concerter sur certains aspects et problèmes auxquels ils sont confrontés. Occasion pour le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, d'engager cette couche dans les actions citoyennes. Je vous le disais à l'instant, sécurisation des réserves foncières de l'État. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire enclenche une vaste campagne d'identification et d'immatriculation des réserves de l'État. Près de 2000 titres fonciers sont déjà établis sur plus de 46 000 hectares à travers le pays. Martin Fancinadouno, reportage. La campagne d'identification, d'immatriculation et de sécurisation des domaines publics, enclenchée récemment par le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire, produit les résultats tangibles. Sa tournée en février dernier dans les régions administratives du pays avait permis d'obtenir des réserves foncières et de freiner les agissements des particuliers.
Du 15 mai au septembre 2018, des équipes techniques du ministère de la Ville ont été déployées dans les différentes préfectures et communes rurales. Au compte de cette première phase, 2199 titres fonciers sont aujourd'hui établis sur plus de 46 000 hectares immatriculés et sécurisés à travers le pays. Ce programme initié par le président de la République est un aspect extrêmement important parce que ça nous permet, nous, aujourd'hui, aux populations, aux gouvernants, de savoir qu'est-ce qui est pour l'État. Et pour faire un investissement, on n'a plus besoin d'aller demander pardon. On a des propriétés aujourd'hui qui sont sécurisées. L'une des choses pour lesquelles les investisseurs insistent, en tout cas dans le cadre des investissements immobiliers, comment nous pouvons avoir la terre? Est-ce que nous avons de la terre? Est-ce que nous avons... Parce que quand ils négocient avec les populations, vous savez comment ça se passe, c'est un domaine familial. Mon frère le vend, quelques temps après, moi je viens, je dis non, mon frère a vendu, je ne t'ai pas informé. Alors ça trouve que le monsieur a déjà fait 10 000, il a fait un immeuble, il est obligé de tout perdre. Donc aujourd'hui, l'avantage que nous avons dans cette phase, dans ce programme, c'est qu'aujourd'hui, l'État a, l'État aujourd'hui a des biens qui peut mettre à la disposition des investisseurs pour leur dire, bon, vous voulez 2 hectares, 10 hectares, 15 hectares, nous avons, et voici les papiers, tout est titré. Et cela nous permet, sans problème, et cela permet aujourd'hui à l'État de tendre la main, de recevoir les investisseurs pour réaliser ces actions. À la présentation des résultats, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire invite son homologue de l'administration du territoire et de la décentralisation. C'est là pour impliquer la chaîne des administrateurs territoriaux dans la préservation des réserves foncières de l'État. Ce qui prévaut aujourd'hui en Guinée, pas seulement à Conakry, mais dans chacune de nos régions, de nos préfectures, voire de nos sous-préfectures, le patrimoine foncier de l'État est bradé. Monsieur le Président de la République a dit qu'il faut y mettre fin. Pour une fois, l'exercice paraît concluant. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a déjà non seulement identifié, mais fixé en termes de coordonnées, mais aussi établi les titres fonciers des domaines répertoriés, voilà qui mérite salutation et respect de la part des Guinéens. Parce que ce n'est contre personne, mais plutôt à l'avantage de tout le monde. Dans un document d'une centaine de pages, les données techniques sont traduites. Elles sont aussi relayées sous forme électronique. Ces outils sont remis aux membres de la délégation du ministère de la Ville, déployés à l'intérieur du pays, pour réaliser la deuxième phase de ce programme de constitution et de sécurisation des domaines et réserves foncières de l'État. Par ailleurs, au ministère du Commerce, le ministre Boubacar Bari fait le bilan des réformes engagées dans son département et c'est depuis sa prise de fonction. Face à la presse, tous les acquis ont été évoqués, de l'équipement de l'Office national de contrôle de qualité aux nouvelles procédures de délivrance des cartes de commerce et bien d'autres sujets. Falilou Diallo. La redéfinition des activités commerciales en Guinée, les réformes engagées dans le département au bénéfice des acteurs du système commercial. Voilà quelques points saillants de ce point de presse animé par Boubacar Bari quelques mois après sa nomination à la tête de ce département. Il est dit dans la loi que tout produit qui doit être mis sur le marché doit être marqué. Il doit y avoir un marquage dessus. Il est dit dans la loi que tout produit qui doit être mis sur le marché doit être étiqueté. Tout produit qui doit être mis sur le marché, dont le prix est identifié, le prix doit être affiché. Est-ce que dans la pratique courante, cela existe? Même la codification au niveau de la fixation des prix. La loi définit les paramètres qu'on doit prendre en compte pour fixer le prix. Au cours de cette rencontre avec les journalistes, d'autres sujets ont été aussi abordés, tout comme la collaboration entre ce département et les services spéciaux, mais aussi la finalisation des élections au sein de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Le problème, c'est que tout le monde doit être président de la Chambre de commerce. C'est ça le véritable problème. Et il n'y a aucun critère pour dire qui peut être de la Chambre de commerce. Est-ce que c'est la capacité que l'intéressé représente en termes de poids sur le marché? Est-ce que c'est le chiffre d'affaires que la société ou la personne physique ou morale a sur le marché? Est-ce que c'est des paramètres liés au nombre de travailleurs créés dans l'entreprise? Est-ce que on se pose beaucoup de questions. Donc nous avons fini
l'architecture de la proposition que nous avons. Nous allons la proposer au gouvernement. Je vais faire une communication au Conseil interministériel pour que le gouvernement valide l'esprit de la proposition, mais il appartient seul aux opérateurs de mettre en place leur structure qui va gérer leur activité. Sur les crises qui minent le secteur, le ministre Barry appelle les opérateurs économiques au dialogue et à la concertation. Car, selon lui, les hommes d'affaires sont les garants des investissements étrangers dans un pays, d'où leur forte implication dans l'amélioration de la croissance économique en Guinée. Et puis, les résultats préliminaires de la 5e enquête démographique de santé viennent d'être présentés aux autorités. Une enquête réalisée par le ministère du Plan en collaboration avec les services techniques du ministère de la Santé. Après la collecte et l'analyse, place à présent à la diffusion de ce qui constitue la source de données la plus exhaustive sur la population selon les spécialistes. Memouna Bella Diallo. Sur les 8020 ménages sélectionnés, 7979 ont été identifiés, dont 7912 enquêtés, soit un taux de réponse de 99%. Les données collectées concernent notamment la fécondité, les pratiques d'allaitement, la mortalité des enfants et la santé infantile et maternelle. L'enquête permettra également d'estimer la prévalence de l'anémie et du VIH à travers le pays. C'est le lieu de demander au ministère de la Santé de renforcer le contrôle non seulement sur la vaccination dans les structures sanitaires, mais aussi dans les stratégies avancées, mais surtout de s'assurer que chaque enfant qui est vacciné détiendra un carnet. Actuellement, 81% des femmes reçoivent des soins prénatals d'une prestataire formée et seulement 35% font 4 visites ou plus. Par contre, les accouchements qui se déroulent dans un établissement de santé ont augmenté de 45% à 55%. Nous saisissons cette opportunité pour féliciter l'Institut national de la statistique et le ministère de la Santé pour ce travail, tout en vous assurant de l'engagement et de la disponibilité du gouvernement américain à soutenir les efforts du gouvernement de la Guinée. En croire les chiffres disponibles, ce rapport indique une nette amélioration de la santé maternelle et infantile. Des progrès reconnus à tous les niveaux au cours des 5 dernières années. Les parties prenantes se fixent un nouveau défi, celui de réduire considérablement les difficultés liées à la démographie incontrôlée, la santé maternelle et infantile. La préoccupation, c'est surtout par rapport à la vaccination, mais aussi au VIH-Sida. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les programmes investissent au niveau opérationnel. Et les indicateurs qui sont donnés ici sont au niveau national ou régional. Donc il faudrait faire un effort pour arriver à ce qu'on puisse, par exemple pour les districts sanitaires au niveau des préfectures. Cette 5e enquête démographique et de santé en Guinée a été réalisée en milieu urbain et rural pour une durée de 3 mois. Cancan dans la dynamique de la maîtrise du paludisme, de la tuberculose et du VIH-Sida. C'est du moins le constat de l'équipe pays du Fonds mondial en tournée dans la zone. Une équipe qui est allée s'assurer de l'utilisation et de l'impact de sa subvention dans la lutte contre ces 3 maladies. Tierno Maroufba, Adama Traoré Elza, Daouda Taban Silla. Dans l'Onabaya, la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida constitue l'une des missions des autorités sanitaires. À l'hôpital régional, la plus grande structure sanitaire, le combat contre ces 3 maladies préoccupe les médecins. Après Dabola, cette mission du Fonds mondial est venue s'enquérir de l'utilisation des fonds injectés dans la lutte. Au dépôt régional de la PCG, les ARV, les médicaments antituberculeux et les moustiquaires sont visibles dans les magasins. Cette structure d'achat est chargée d'approvisionner l'hôpital régional, les 18 centres de santé et 72 postes de santé que compte la préfecture à médicaments. Avec cette stratégie mise en place, les autorités sanitaires de Cancan sont en passe de maîtriser ces maladies. Nous avons
Dans le temps, pas maintenant, mais dans le temps, nous avons des problèmes de rupture des ARV. Mais ça, c'était depuis l'année passée. Maintenant, les ARV sont disponibles dans notre région. Donc maintenant, là, je pense que vous le verrez tout de suite lors des présentations de nos collègues, que vraiment ça tient bon. Comme dans chaque localité, la mission échange avec les personnes ressources impliquées dans le combat contre ces 3 maladies qui continuent de faire des victimes. À la suite d'un exposé du district sanitaire de la préfecture, la mission dénote quelques insuffisances dans la lutte contre le paludisme, avec 46 décès entre janvier et octobre 2018. Pour les priorités de la subvention en cours, lorsque vous prenez la lutte contre le paludisme, c'est vraiment réduire la prévalence de 15 à 10% avec les campagnes de distribution que nous allons commencer bientôt et l'approvisionnement régulier des formations sanitaires. Vous prenez la tuberculose également, vous avez la réduction des cas de perte de vue, la réduction de la mortalité liée à la tuberculose et également la prise en charge de la co-infection, paludisme, VIH et tuberculose. Notre contribution, c'est tout l'appui au programme paludisme pour les activités de prévention et aussi de prise en charge. Cette subvention a aussi une composante renforcement du système de santé, le système national d'information sanitaire et le renforcement de la chaîne d'approvisionnement. C'est un projet de 55 millions de dollars sur 3 ans. La campagne couvre la période 2018-2020. Quant à la lutte contre les pathologies animales, un instrument moderne de lutte vient s'ajouter à ceux déjà existants dans notre pays. Il s'agit d'une application de transmission de l'information sanitaire en temps réel. Explication Fodé Camara. Au 2e étage du ministère de l'élevage, le laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry affiche un nouveau visage. Grâce à cet appui du tandem FAO-USAID, la Guinée conforte son réseau national de surveillance. En tout, 635 000 $, soit environ 6 milliards de francs guinéens, ont permis de rénover le laboratoire et d'acquérir des équipements de pointe, des réactifs et autres consommables pour identifier et lutter efficacement contre les pathologies animales. C'est à 3 niveaux. Il peut aller soit en parasitologie, ou bien en virologie, ou bien en bactériologie. Et si c'est en virologie, vous avez la rage, maintenant qu'on peut faire ici, par 3 techniques d'analyse, on va vous expliquer par les techniciens. Et il y a la PCR pour confirmer tout ce qui a été fait. Et aussi, on peut faire tout ce qui est maladie virale actuellement dans ce laboratoire. Au-delà du laboratoire central de Conakry, le réseau d'épidémiosurveillance des maladies animales en Guinée, Remagui, bénéficie de matériel innovant d'alerte précoce. Il s'agit des ordinateurs et smartphones sur lesquels l'application EMAI sera installée. Une application de transmission de l'information sanitaire du terrain au niveau central en temps réel. Il y a un lien entre cet outil de collecte et de gestion des informations sanitaires avec ce qui a été fait au laboratoire central vétérinaire de diagnostic de Conakry. Tous ces deux entrent dans le cadre de ce que nous appelons la détection. Par détection, il y a la détection à travers la surveillance, il y a le prélèvement pour un laboratoire, donc il y a la confirmation dans un laboratoire. Donc les deux systèmes marchent ensemble et sont complémentaires. Pour l'opérationnalisation de cette innovation, les préfectures de Koubia, Koundara, Dabola et Zérékoré sont ciblées. Déjà une quarantaine d'agents vétérinaires de ces localités et de la Direction nationale des services vétérinaires bénéficient du savoir-faire de 2 experts de la FAO. La qualification des services vétérinaires de notre pays est d'autant plus importante que la modernisation de l'élevage guinéen, ambitionnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, passe nécessairement par l'existence des services vétérinaires de qualité, capables de répondre efficacement et rapidement aux besoins de diagnostic et de riposte qu'exigent les élevages de haute productivité qui seront mis en place dans notre pays. Ce partenariat tripartite ministère de l'élevage, FAO-USAID se situe dans le cadre de l'appui à la lutte
contre les pandémies émergentes et au programme de sécurité sanitaire mondiale. En cette phase post-Ebola, ces actions sont engagées par le Centre d'urgence des maladies animales transfrontalières, ECTAD en abrégé. Du côté de Mamou, le projet de développement rural intégré pour la relance de l'horticulture est lancé avec un coût d'investissement d'1 million de dollars. Le but est de renforcer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté dans les zones d'intervention du projet. Mamadou Paté Baldi. La Guinée se lance un nouveau défi. Le projet de développement rural intégré pour la relance de l'horticulture et forage. C'est un programme ambitieux du gouvernement qui vise le renforcement de la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté dans l'arrière-pays. Financé à plus de 44 millions de dollars conjointement par la BADEA, l'OPIP et l'État guinéen, ce projet couvre les régions de la basse, haute et la moyenne Guinée. En 2018, un premier travail avait été fait qui avait abouti à un plan technique de budget annuel et d'activité. Donc cette année, c'est ce plan qu'on a essayé de réactualiser en fonction de ce qui a été fait et pour pouvoir vraiment donner une lisibilité par rapport à nos interventions en 2019. Ici, à Mamou, les acteurs se concertent pour définir les possibilités de la mise en œuvre de ce vaste chantier qui permettra d'augmenter la production et la productivité des cultures maraîchères et fruitières, le désenclavement des zones du projet et de fournir de l'eau potable aux populations. Nous rentrons véritablement dans la phase opérationnelle du projet. Donc on a demandé à toute notre équipe et les acteurs majeurs de nous aider à travailler sur notre plan d'action 2019. On a prévu de formation des cadres par rapport à la partie filière production, c'est-à-dire formation dans les pays voisins, si c'est le Sénégal ou le Côte d'Ivoire, par rapport aux formations des cadres pour les centres de recherche. Au niveau de région des ananas, des manguiers, tout ça pour améliorer la qualité et la productivité. Durant ces 5 prochaines années, le projet prévoit l'aménagement hydro-agricole pour la culture d'ananas, de mangue et d'anacarde, la construction des infrastructures de stockage, la réhabilitation des centres de formation à Farana et à Dalaba et le reprofilage de 350 km de pistes rurales dans les 11 préfectures couvertes par le projet. Nous sommes ici avec les antennes régionales et nous avons fini de travailler, nous allons faire les feuilles de route sur lesquelles ils vont travailler. Donc dès décembre, nous sommes en train d'être opérationnels sur le terrain. Avec ce projet, les défis sont immenses. Il contribuera non seulement à créer de la richesse, améliorer les revenus des producteurs, créer des emplois durables et sauvegarder l'environnement du projet. Le ministère de l'Agriculture, dans le cadre de la politique globale de la relance des filières de développement en Guinée, compte sur l'engagement des acteurs et l'appui des partenaires pour la réussite du projet à travers le pays. Que faire pour sortir les populations de Sigirine de leur paillage pour les orienter vers l'agriculture? La SAG y réfléchit en soutenant 34 groupements constitués en 2 groupes en leur donnant du matériel agricole dont la valeur est estimée à plus d'1 milliard de francs guinéens. Le geste vise à laisser à ces populations une vie décente après la mine Djabokaba. À Bouré, dans Sigiri, la SAG vient en appui au groupement maraîcher. Plus d'1 milliard de francs guinéens sont investis par la Société aurifère de Guinée pour promouvoir les activités génératrices de revenus dans la localité. Ce montant a servi à l'achat des outils et intrants agricoles pour les coopératives et groupements maraîchers des différents villages de Bouré. L'objectif est de lutter contre l'orpaillage artisanal autour des périmètres miniers. Cet accompagnement, c'est juste d'appuyer la production agricole ici à Bouré. La SAG est plus que jamais déterminée à équiper nos parents en matériel agricole afin qu'ils puissent augmenter leurs revenus. Un geste de la SAG apprécié par les autorités de la préfecture de Sigiri qui estiment qu'il va contribuer grandement à l'amélioration des conditions de vie des populations de Bouré.
Nous venons de recevoir un don d'ordre particulier des mains de la SAG, l'ami des agriculteurs et de la communauté. Dans ce gros don figurent 100 rouleaux de grillage, un fourrage, 6 groupes électrogènes, un motoculteur, 4 mototricycles Katakatani, 30 arrosoirs et 5 brouettes. Cet appui de la SAC vise à amener les populations de Bouré à arrêter leur paillage pour se focaliser sur l'agriculture, base de développement de notre pays. C'était un reportage signé Diamo Kaba. Protection de l'environnement et du patrimoine autochtone, des ONG et autres acteurs communautaires sont mis à contribution à Farana. Ils sont formés par le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial afin qu'ils puissent contribuer à la restauration de la biodiversité. Moussa Bangoura, reportage. C'est dans son plan de travail annuel que les acteurs du programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial initie cette série de consultations en s'appuyant sur les ONG évoluant dans le domaine de l'environnement et autres organisations communautaires. Les échanges portent sur les bonnes pratiques en matière de protection de l'environnement, mais également sur les activités du programme en Guinée. Nous avons, durant tout le long de cet atelier, appelé ces ONG à aller avec plus de restitution au niveau communautaire et que le message que les gens, les uns et les autres ont entendu ici soit relayé au niveau communautaire afin que les communautés à la base puissent participer à ce combat pour la restauration et la protection de l'environnement en Guinée. À ce panel de donner et de recevoir, l'accent a été mis aussi sur la conservation, la restauration de la biodiversité, les changements climatiques et l'élimination progressive des polluants organiques suivant la vision du programme. On a eu un esprit très ouvert et je suis très satisfait de cet atelier parce que ça me donne une nouvelle orientation d'approche vers les communautés pour la protection de l'environnement. Il faudra préserver la faune et la flore pour que vraiment nous puissions être dans le jargon du changement climatique prévu par les Nations Unies dans le monde. Pour rappel, le programme de microfinancement du Fonds pour l'environnement mondial a été créé en 1992 au cours de la conférence internationale sur l'environnement tenue à Rio de Janeiro au Brésil. Puisqu'on parle d'environnement, où en est-on dans la lutte contre le changement climatique sur le plan mondial, 3 ans après la signature dite historique de l'accord de Paris? La question était au menu ce 2 décembre en Pologne à l'ouverture de la 24e conférence des partis ou COP 24 du 2 au 14 décembre. Les représentants de plus de 190 pays vont évaluer la progression des efforts effectués en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information avec nos envoyés spéciaux Mamad Alpha Baldé et Mamada Makamara. Tenu à Conakry d'un forum de mobilisation des femmes sous le slogan « Écoute-moi aussi », une sorte d'invite aux femmes pour qu'elles s'investissent davantage dans l'entrepreneuriat comme envisagé par l'initiative présidentielle pour l'autonomisation de la femme guinéenne. Mamadi Terna Kamisoko. La Guinée est davantage engagée dans le processus d'autonomisation de la femme. Cette volonté politique se matérialise sur le terrain par l'octroi de crédits aux Guinéennes désireuses de développer les activités génératrices de revenus. Pour mieux aider les initiatives féminines à vite se développer, le ministère de l'Action sociale, l'APIP et les femmes entrepreneurs lancent le tout premier forum de mobilisation des femmes sous le slogan « Écoute-moi aussi ». Nous avons pu réunir aujourd'hui les femmes chefs d'entreprise, les femmes qui veulent entreprendre, pour qu'on puisse discuter ensemble avec l'État, comment nous pouvons, les femmes peuvent rehausser leur entreprise. Donc aujourd'hui, cette journée, il faut reconnaître que c'est une planchée d'or qu'on nous a donnée. La rencontre est un espace de partage d'expériences sur les techniques entrepreneuriales entre les femmes leaders et les nouvelles venues dans le secteur privé.
Au sortir de cet échange, les participants ont émis le souhait de mettre en place une plateforme fédératrice de toutes les associations et groupements féminins. Ceci pour faciliter l'accompagnement de l'État et des partenaires. Nous avons plusieurs projets qui sont en cours, des projets présidentiels, des projets de bailleurs de fonds. Et aujourd'hui, les femmes ont bénéficié même de financement pour faire avancer leurs activités, mais ça n'avance pas. Et donc l'idée, c'est de créer cette plateforme qui va nous permettre réellement de discuter entre nous et de sortir des stratégies ponctuelles, communes, pour qu'on puisse la mettre en œuvre. Alors, comme recommandation que j'ai formulée pour les femmes, c'est de se mettre en réseau, créer une grande plateforme, éviter l'émiettement, être solidaire entre elles, mais aussi préserver la paix. C'est essentiel, parce que tout ce que nous faisons, s'il n'y a pas la paix chez nous, on n'ira nulle part. Aujourd'hui, sous la houlette du chef de l'État, le gouvernement s'emploie à mettre la femme guinéenne au centre de sa politique de lutte contre la pauvreté en milieu rural et urbain. La communauté internationale célèbre demain 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. Le thème de cette année est intitulé « Autonomiser les personnes vivant avec un handicap et assurer la participation et l'égalité ». Une journée a priori de sensibilisation et de plaidoyer. Je vous invite à suivre un extrait de la déclaration de la ministre de l'Action sociale. Adja Mariama Silla est au micro de Mohamed II Camara. Suivez. Dans notre pays, la célébration de l'édition 2018 intervient dans un contexte favorable, marqué par l'adoption et la promulgation d'une loi portant spécifiquement sur le handicap. Première du genre, cette loi vise à renforcer les droits universels et promouvoir les droits spécifiques dévolus aux personnes handicapées. Soutenue par des textes d'application réalistes, bien intégrés par la société guinéenne dans son ensemble et bénéficiant d'un accompagnement financier solide, cette loi pourrait offrir de nombreux avantages certains aux personnes handicapées et à leurs familles. Nous pouvons citer notamment l'institutionnalisation d'une carte d'égalité de chance assortie d'une gratuité des soins médicaux dans les institutions médicales au niveau central et communautaire. Le plaidoyer en faveur de l'élimination des diverses formes de barrières à l'intégration et à la participation des personnes handicapées au processus de développement de la nation. Le soutien aux initiatives d'autonomisation des personnes handicapées. C'est pourquoi mon département met à profit ce 3 décembre pour lancer une quinzaine dédiée au handicap. À cet effet, il est inscrit au programme un ensemble d'activités contribuant toutes à matérialiser le thème international. Ces activités varient de la formation au plaidoyer en passant par l'équipement des structures fêtières et des organisations de protection des personnes handicapées. On enchaîne avec l'actualité culturelle en plus bref, le pouvoir du reggae sacré par l'UNESCO. Cette musique du Jamaïque vient d'être inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO pour sa contribution à la prise de conscience internationale sur les questions d'injustice, de résistance et même d'amour grâce à des artistes comme Bob Marley. Le reggae rejoint ainsi une liste de quelques 400 traditions culturelles allant de la pizza napolitaine aux aoulis, une musique et danse des communautés gourou. C'est en Côte d'Ivoire. Nous y reviendrons. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre bien aimable attention. Demain, vous serez avec Mamadou Seydou Diallo pour les éditions de la journée et Alia Camara pour le 20h30. Bonne semaine de travail à tous.